Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous connaissez l'actualité du moment, c'est le Covid-19. Vous connaissez aujourd'hui les dégâts que cette pandémie est en train de causer sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sanitaire. Or, on sait très bien qu'il y a un continent qui est très fragile lorsque les épidémies apparaissent, c'est l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui a un gros souci. C'est vrai que les cas ne sont pas nombreux, les cas ne sont pas légion tels qu'on peut le voir en Italie ou encore en France. Et pourtant, il faut s'inquiéter. Comment se prémunir? Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques mises en place sont-elles suffisantes? Est-ce que on peut aujourd'hui faire confiance aux structures qui existent actuellement sur le continent afin de faire face à cette pandémie? Nous le savons que le continent africain est souvent confronté à des épidémies. Vous connaissez l'Ebola et surtout le VIH qui, dans les années 80, a décimé une bonne partie des forces vives du continent. Aujourd'hui, on a des hommes qui ont été au cœur de ce combat, notamment dans les républiques, je dirais, d'Afrique noire, précisément au Congo. C'est le docteur Pierre Pelé qui est aujourd'hui notre invité. Bonjour, docteur. Bonjour. À mes côtés, donc, Doriska Mozenze. Bonjour, Doriska. Bonjour, Sir Makosso. Alors, docteur, avec vous, aujourd'hui, c'est vraiment de nous partager votre expérience. Vous avez publié, il y a quasiment plus d'une année, un livre qui revient sur votre expérience, en fait, l'expérience d'un médecin africain face à cette pandémie du sida. On connaît aujourd'hui les résultats. Nous avons, je dirais, de notre jeunesse, suivi tous les efforts qui ont été déployés par vous et tous les hommes qui vous entouraient. Aujourd'hui, on se retrouve face à une pandémie qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train d'affecter aussi l'économie sur le plan mondial. D'abord, globalement, docteur, quelle est votre appréciation de la situation avant qu'on ne rentre spécifiquement sur le continent africain? Écoutez, nous sommes déjà dans une pandémie. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui venait de l'annoncer. Et de mon point de vue, un peu tardivement, parce que si on tenait compte de la définition même de la pandémie qui a été il y a très longtemps faite par l'Organisation mondiale de la santé, on aurait pu déclarer la pandémie il y a quelques dizaines de jours déjà. Donc c'est un problème médical sérieux et il faut prendre les dispositions de manière à faire en sorte qu'on puisse contenir cette pandémie et cette épidémie-là. Je crois que il faut surtout pour l'Afrique, vu la faiblesse de nos systèmes de santé, vu le fait que nous sommes dans des situations de développement plus ou moins avancées, d'organisation des systèmes de santé, des ressources humaines en santé à des niveaux différents, mais de façon globale, l'Afrique est en situation difficile, serait en situation difficile face à cette épidémie-là. Doriska. Docteur, vous faites partie des vétérans sur tout ce qui est recherche du VIH-Sida en Afrique. De manière parallèle, on est en face de deux épidémies. D'un côté, on a le VIH qui est maîtrisé. Et aujourd'hui, nous avons le Covid, le coronavirus. Est-ce que, par rapport à votre expérience, on va dire nous sommes à deux étapes différentes aujourd'hui en termes de sensibilisation. Est-ce que nous avançons à la même vitesse à la même époque lorsque vous avez découvert le VIH ou est-ce que nous sommes en retard, on n'a pas pris les leçons par rapport à l'ancienne épidémie? Il faut déjà dire que une épidémie ou une pandémie ne diffère principalement que par l'agent pathogène déjà. Et là, nous sommes dans le virus. On peut le dire ainsi. L'épidémie du VIH/SIDA, c'était le VIH. Nous avons eu Ebola, nous avons eu le Zika, nous avons encore dans certains pays la fièvre hémorragique à virus Lassa. Et donc, c'est presque toujours la même chose. La préparation ou la riposte sont presque toujours de la même manière.
c'est-à-dire que il faut une préparation, il faut comprendre la maladie, il faut comprendre l'agent pathogène, il faut comprendre l'agent causal, il faut mettre en place tout le dispositif de prise en charge à la fois des malades, du diagnostic à la prise en charge, mais aussi la prévention, l'information des populations, la formation du personnel de santé. Enfin, ça, c'est connu. C'est connu parce que l'Organisation mondiale de la santé a bien défini comment un pays, qu'il soit africain ou européen, peut mettre en place un plan de préparation, de riposte à une épidémie. Donc, c'est connu. Maintenant, c'est dans la faisabilité qu'il y a des différences et bien sûr en fonction des niveaux de développement des systèmes de santé. Voilà ce que je peux dire à une telle question. Mais il faut reconnaître de façon générale, aujourd'hui comme hier, il faut mettre les professionnels de la santé en première ligne de la préparation et de la riposte, parce que ils sont les sachants des questions de santé. Il faut les mettre en première ligne, leur faire confiance et aussi baser toute la préparation et même la riposte sur des arguments scientifiques. Il faut connaître, comme je l'ai dit dans mon livre, connaître notre ennemi. Comment nous pouvons répondre à cet ennemi-là. Et donc, il n'y a que les personnels de santé qui ont les armes pour répondre. Et bien sûr que les professionnels de santé influencent les décisions politiques, permettent aux hommes politiques, aux leaders, au gouvernement de prendre les bonnes décisions pour répondre à l'épidémie ou à la pandémie. Docteur, ce virus a été découvert là en 2019. Est-ce qu'on peut comprendre l'impréparation qu'on constate ici et là, notamment même dans les pays européens par rapport à la prise en charge, et combien de fois de plus dans les pays africains? Mais vous savez, il y a toujours deux attitudes. Quand on est en face d'une pandémie, soit on a la peur, on développe tout un système de peur, soit on est proactif et on prend les choses avant que l'épidémie ne nous frappe de plein fouet, soit on résiste, on minimise le problème, et souvent, bon, c'est la grande surprise, et notamment en Afrique, où on a souvent tendance à minimiser d'abord, et ensuite à prendre en charge le problème, et parfois trop tard, parce que la maladie est là, et le virus se répand, et nous avons du mal à donner une réponse adéquate aux problèmes de santé qui se posent. Donc, je pense que beaucoup de pays ont été surpris, même les pays développés. Je crois que les pays sont allés parfois plus lentement, au lieu de prendre des décisions fortes de manière proactive. C'est le cas déjà, on l'a vu en Italie et même en France, parce que maintenant, on va voir que la France va s'imposer des mesures draconiennes pour limiter la propagation rapide de l'épidémie. On a vu le cas de la Chine qui, pendant presque 2 mois, a aussi minimisé, et ce qui a causé probablement la globalisation de cette épidémie, parce que pendant 2 mois, on dit que l'épidémie, les premiers cas ont été notifiés en décembre. Mais quand on dit décembre, si on tient compte de l'incubation, mais aussi de la transmission même du virus, cela veut dire que l'épidémie est remontée peut-être même au mois d'octobre ou même novembre 2019. Donc, il y a eu une période muette où on n'a rien fait et on a attendu que l'épidémie explose pour s'organiser pour la prendre en charge. Donc, ce sont des périodes qui sont très, très vicieuses et qui font que la maladie se propage à une allure qui parfois devient pour les gouvernements, pour les sociétés, difficile à maîtriser. Docteur, aujourd'hui en Afrique, nous avons des sachants, nous avons des chercheurs, des savants. Le patrimoine génétique du virus Covid-19 a été mis en ligne le 10 janvier 2020, pardon. Et on voudrait savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a des laboratoires de recherche en Afrique qui travaillent sur ce virus pour savoir si le comportement
de ce virus est susceptible d'être modifié, d'être muté par rapport aux régions, par exemple, tropicales pour nous? Oh, je crois que si l'Institut Pasteur de Dakar doit déjà avoir commencé, puisqu'ils ont assuré récemment la formation de plusieurs centres de diagnostic, au moins en Afrique francophone. Je pense qu'ils travaillent, mais je crois qu'il manque encore une organisation scientifique, c'est-à-dire une organisation, même à l'intérieur des pays, qui rassemble les professionnels de la santé les plus concernés par le problème. Ce sont les épidémiologistes, ce sont les infectiologues, ce sont les virologues, ce sont les pneumologues, parce que à la fin, c'est une maladie dont la sévérité touche d'abord le poumon. Donc, les pneumologues pour constituer ce groupe de travail scientifique pour donner les arguments de réponse aux hommes politiques, à la fois à l'intérieur des pays, mais aussi en Afrique. Quand on a fait le sida, on s'était organisé, on a créé la Société africaine de lutte contre le sida qui rassemblait les plus grands chercheurs africains et qui sont venus ensemble, qui ont échangé et qui ont partagé leurs expériences de là où ils étaient pour mieux guider notre action. Parce que c'est toujours différent. L'écologie, le climat, parfois même l'expression clinique. On le sait que l'expression clinique du sida en Afrique était différente de l'expression clinique en Europe et aux États-Unis. Mais il fallait donc que les chercheurs africains se retrouvent et travaillent et observent ce qui se passait. Et je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui en Afrique, que nous n'avons pas dans les pays ces groupes de travail scientifique qui ont été créés et qui sont à même de conseiller les gouvernements. Donc voilà, je crois qu'il n'est pas trop tard, il faut. Et vous voyez qu'en France, par exemple, que c'est un conseil scientifique qui conseille le gouvernement jusqu'au niveau du chef de l'État. Il les écoute avant de proposer des décisions qui sont les mieux à même de réduire l'impact de la pandémie à toute la nation. Donc, je pense qu'il faut mettre les professionnels de la santé en première ligne parce qu'ils ont aussi un rôle de crédibilité. Vous voyez, quand aussi un politique vient et parle du coronavirus, vous voyez, je crois que les populations auront du mal à le prendre au sérieux, alors que si c'est un scientifique, un sachant, je crois que la population prêtera un peu plus d'attention. Donc, je crois que c'est important. C'est ce que nous avions fait il y a quelques années dans le cas du VIH-Sida au Congo. Moi, j'étais le porte-parole. On avait mis en place, dès le début, exactement le 18 décembre 1985, le professeur Bouramoué était ministre de la Santé. La première décision, c'était de créer un comité scientifique de recherche et de prévention de l'infection à VIH. Et nous étions une dizaine. Le professeur Itoan Gaporo était le président, qui était lui gastro-entérologue, parce que la diarrhée était la principale manifestation de l'infection à VIH au Congo. Le professeur Fidel Yala était le virologue, le microbactériologiste, et donc qui lui était le vice-président. Il y avait nous étions une dizaine, et moi j'avais la charge de coordonner, d'être le secrétaire exécutif. Donc nous avons travaillé au jour le jour afin de conseiller et d'orienter la décision politique qui était prise alors au niveau politique. Vous voyez. Et donc il faut éviter d'aller trop vite. Et je vois que nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs que nous avons commises par rapport à l'épidémie d'Ebola. Nous avons réagi très tardivement parce que là aussi, c'était parfois des pressions politiques qui ne voulaient pas qu'on en parle. Ce que nous avons fait il y a des dizaines d'années contre le sida, et nous avons la même chose. Alors, on va bientôt prendre des mesures qui vont plutôt susciter de la crainte, de la peur et de la menace. Et ce sont des mesures qui sont contre-productives. Alors, je crois qu'il faut beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, s'appuyer sur les scientifiques ou les chercheurs, chacun dans son pays, mais aussi en Afrique, rassemblés, bien sûr, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Mais écoutez, la responsabilité des populations, c'est d'abord la responsabilité de nos gouvernements. Alors, docteur, quand on parle d'épidémie, il y a 3 acteurs principaux. Il y a donc les sachants, il y a le politique et la population.
À l'époque où vous gériez pour le compte du Congo, après ça s'est étendu sur le continent africain, mais cette question du sida, quels sont les rapports? Il n'y avait pas des réseaux sociaux, donc il n'y avait peut-être pas de fake news. Quels étaient vos rapports avec la population et les politiques en termes de communication, docteur? Alors, il y a, de mon point de vue et Oui. ma modeste expérience, la population a un rôle fondamental. Il faut les considérer pas simplement comme la cible de nos actions, c'est-à-dire il faut leur dire ce qu'il faut faire, mais il faut les écouter, il faut partager avec eux et qu'ils en deviennent les acteurs de la réponse. Par exemple, dans le cas du coronavirus aujourd'hui, on parle de lavage des mains, on parle de tousser dans le coude, on parle de garder la distance d'1 mètre, peut-être 1,5 mètres, peut-être 2 mètres, mais il faut que la population internalise ces questions-là. Et donc, la population est un partenaire de la réponse. C'est pas simplement ceux qui écoutent et qui agissent, mais ils doivent être des acteurs en termes de contribution. Les gouvernements doivent écouter leurs professionnels de la santé, en tout cas les techniciens, ceux qui connaissent, et je l'ai déjà dit, les épidémiologistes, en tout cas, comme hier dans le cas du sida, aujourd'hui, ils doivent mettre en place, dans un premier temps, et c'est la première décision à prendre, mettre en place un groupe de travail technique, scientifique, qui va conseiller le gouvernement, qui va orienter la réponse. Et bien sûr, le gouvernement, à la fin, c'est à la fois prendre les décisions, mettre la logistique et bien sûr prendre avec eux toute la responsabilité d'organisation de la réponse face à l'épidémie. Et ça, c'est très important. Je crois que, vous voyez, par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, en Europe, dans tous ces pays ou aux États-Unis, on ferme les écoles. Les crèches, les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités. Bon, est-ce qu'en Afrique, on va le faire? On va faire la même chose. Je crois que oui, mais aussi je crois que ce n'est pas productif en Afrique. Parce que en Europe, vous êtes aujourd'hui tous connectés, vous avez les télévisions, donc vous êtes informés. Il y a la possibilité de parler à travers les médias sociaux, de communiquer. Vous avez les outils, mais aussi le type d'habitation est différent. Vous pouvez être confiné dans votre maison. Vous avez accès à l'eau, vous avez le savon. Et donc, mais en Afrique, si on laisse partir les élèves, et ils vont partir où? Ils vont aller dans des concessions où il y a 20, 30, 40, 50 personnes qui y vivent. Les parents sont préoccupés à rechercher de quoi faire vivre les familles et les enfants se sentiront en congé et vont continuer. Donc, je crois qu'il faut réfléchir et c'est pour cela qu'un comité technique permet de guider. Par exemple, des décisions qui auraient pu être prises il y a quelques mois ou quelques semaines déjà, c'est d'informer les élèves. Aujourd'hui, dans toutes les écoles, les enseignants auraient dû avoir des directives du gouvernement leur disant de parler aux enfants de l'école primaire à l'université, d'avoir un dialogue sur le coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est ce virus? Comment il faut faire avant de prendre la décision de fermer les écoles? Comme cela, quand ils iront, ils auront eu la connaissance, ils sauront comment se transmet le virus, comment on peut se protéger et comment on ne peut pas transmettre le virus. Donc, je crois que c'est très important et ça, il faut le faire. Donc, la lutte contre une pandémie ou contre une épidémie, ce n'est pas forcément seulement le problème du ministère de la Santé. C'est un problème multisectoriel et pluridisciplinaire. Le ministère des Enseignements est aussi important que le ministère de la Santé. Les hommes de la communication, les médias, avec leurs plumes, et je dis toujours parfois, et je disais, mais votre plume, c'est comme la seringue pour le personnel de la santé, parce que vous avez un rôle d'information. Il faut informer, il faut expliquer, et donc, je pense que c'est une dimension qui est fondamentale avant de s'engager sur des plans, et partout on vous dit, il nous faut des milliards, il faut, oui, mais pour faire quoi? On est en train de rater les bases d'une réponse, parce que les enfants à l'école ne savent pas de quoi il s'agit. Peut-être à Brazzaville, par exemple, ils peuvent savoir. Peut-être à Dakar, peut-être à Cotonou. Mais
à Ouesso, à Sembé, quelque part à Patra, voyez-vous. Mais est-ce que à Bosenjo, à Mbinda, à Boko, les enfants ont la même information, savent ce qu'il faut faire, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Et demain, on a 5 cas, on a 6 cas, on a 20 cas, on ferme les écoles. Mais ces enfants qui repartent chez eux à la maison, qui vont être comme en vacances, parce qu'on n'a pas de maison individuelle, quel sera le comportement des enfants à l'intérieur des maisons? Est-ce que les parents comprennent? Alors, il faut vraiment, vraiment se mettre au travail, sensibiliser, parler, et ceux qui doivent parler doivent avoir la crédibilité de parler. Et ça, c'est très important. Doivent être reconnus par les populations comme les voix les mieux appropriées pour passer le message de la lutte contre le coronavirus en Afrique. Docteur, j'aurais une question de savoir aujourd'hui. On voit nettement que les mesures barrières qui ont été appliquées en Asie, en Europe, en Amérique, sont limitées par rapport à l'Afrique, ne sont pas du tout adaptées. Et plusieurs pistes de solutions ont été abordées, notamment dans plusieurs émissions des Diana TV, notamment celle d'envoyer, de désengorger les villes pour envoyer les personnes au village afin de limiter ou pouvoir maîtriser le risque de contagion. Est-ce que c'est possible? Non, surtout ne pas faire ça. Surtout ne pas faire ça parce que je crois, et je le disais, parce que nous nous contentons de surveiller, de mettre tout en place dans les aéroports. Bon, c'est très bien. Mais quand vous avez, au cours d'une semaine, 10 vols, par exemple d'Air France, 10 vols d'Ethiopian Airlines, ça vous fait des milliers de personnes qui arrivent. Et qui arrivent des pays qui sont déjà en épidémie. Vous prenez la température à l'arrivée. Mais c'est pas une température permanente, elle est irrégulière. Au moment où il arrive, il n'a pas de température. Et parfois, on lui donne un peu de solution hydroalcoolique. Et c'est tout. Bon, voilà, on ne sait pas où il va habiter, dans quel contexte il va habiter. Est-ce que tout ça est computérisé, comme on dit? On sait tracer les gens, on sait où ils sont, on peut les avoir facilement au téléphone, on peut savoir combien de contacts sont. Mais on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas renvoyer les gens de la ville parce que les gens de la ville sont peut-être les premiers à être en contact avec le virus. Je vous ai parlé tantôt des 2 ou 3 mois où la Chine n'avait pas déclaré, mais il y avait des mouvements, des contacts entre les Chinois et les Africains. Il y a peut-être même des Africains qui étaient à Wuhan ou dans cette province de Hubei et qui sont venus en Afrique, ou même des Chinois qui étaient là-bas, qui sont venus et qui se sont éparpillés dans nos pays. Donc, il faut aussi montrer si le virus circule. Et comment on peut aujourd'hui démontrer que le virus circule en Afrique? Il faut faire des enquêtes épidémiologiques. Parce qu'on sait que la maladie se manifeste principalement comme un syndrome grippal, avec des complications pulmonaires. Mais où trouve-t-on les complications pulmonaires? C'est dans les services de pneumologie. Alors, il faut faire des enquêtes, là. Il faut prélever pour avoir une connaissance de la situation en milieu hospitalier, et notamment dans les services de maladies infectieuses, les services de pneumologie, dans les services des urgences, pour savoir si le virus circule déjà. Mais c'est ça le travail qu'il y a à faire. Et donc, nous avons besoin de ce noyau qui réfléchit et qui vraiment engage toute la dynamique de travail, comme ça se fait dans les pays, en Chine, en France, en Allemagne. Mais c'est basé sur ceux qui ont la science médicale. Voilà. Voilà, on a bien compris, docteur, qu'il faut la science, qu'il faut des sachants, qu'il faut en même temps des décisions politiques par rapport à cette pandémie. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, si on prend juste, docteur, le cas qui est le nôtre, notamment au Congo, sans pour autant vous demander de vous immiscer dans les politiques mises en place aujourd'hui, mais est-ce que par rapport à l'information disponible vous en tant que professionnel, qu'est-ce qui peut être recommandé en ce moment pour nous permettre plus ou moins, en tenant compte bien sûr de nos structures, pour gérer ça? Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent être, je dirais, un allié, ce que vous n'aviez pas vous dans les années 80, peuvent être un allié dans la gestion? Absolument. Absolument, les réseaux sociaux et surtout WhatsApp. Vous voyez, WhatsApp et puis vous et puis la radio nationale.
Et quand on a fait la lutte contre le sida, on n'avait pas tout ça. On avait Télé Congo, on avait Radio Congo. Mais moi, j'étais à Radio Congo, à Télé Congo, matin, midi, soir. Donc, je pense que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas au courant. Je prends l'Afrique de façon globale. Oui. Je conseille. C'est ce que vous avez dit dans cet article qui a été publié au Togo, là, en fait. Hein. Oui, au Togo. Mais oui. Je dis, la première des décisions, c'est mettre en place ce comité scientifique. Je crois que nous avons un ou deux bons virologues au Congo, nous avons des infectiologues, nous avons des épidémiologistes, nous avons des pneumologues, et puis je pense qu'il faut constituer une équipe qui va travailler et réfléchir. Ce n'est pas et qui va conseiller le gouvernement. Je crois aussi que il faut une visibilité, vous savez. Moi, je parle du sida il y a 30 ans, mais bon, maintenant, je regarde avec beaucoup de... Il y avait un visage. Il y avait un visage qui était, bon. Qui était le vôtre. Oui. Voilà. Et on m'appelait Monsieur Sida. Donc, il faut quelqu'un qui a de la crédibilité pour parler. C'était pas le ministre Kombo Machona qui parlait tout le temps. Il était le ministre de la Santé. C'était pas le Premier ministre qui parlait. C'était pas le président de la République. Mais c'était moi qui parlais, le jeune médecin, mais qui avait la confiance des populations. Et je mettais à la disposition, avec le comité présidé par le professeur Itoan Gaporo, on conseillait le gouvernement. Et le gouvernement prenait les décisions. Et donc, je crois qu'il y a un problème de crédibilité. Aujourd'hui, parfois, dans ce contexte d'épidémie et de pandémie, dans tous les pays, parfois, on croit moins aux politiciens. Parce que, bon, ben, c'est l'expérience, même en France. Vous savez, quand le président Macron parle, il dit toujours, après avoir écouté le conseil scientifique qu'il a mis en place, pour donner de la crédibilité à son message. Donc, je crois qu'il faut aussi, assez rapidement, désigner parmi les personnes qui connaissent, qui ont la connaissance et qui peuvent parler de manière claire et nette à la population, soit dans les réseaux sociaux, soit par WhatsApp, mais qu'il y ait un message clair qui vienne vers la population. Et comment faire en sorte que la population vous vienne à vous et participe à votre action. Donc, il faut la mener à internaliser toutes les questions que pose l'épidémie ou la pandémie. Je crois que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de créer ce partenariat entre les différents ministères, les différents secteurs, la société civile. Vous savez, l'actuel président de la société civile au Congo, on se connaît très bien parce que nous nous sommes rencontrés. Il était le président de l'association Thomas Sankara. Donc, il était à la société civile, mais je les avais tous appelés et nous avons travaillé la main dans la main. Il faut la société civile, je parlais de l'éducation. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est? Il faut que le ministère de l'éducation au Congo, en RDC, au Gabon, puisse, avant, peut-être demain, si la situation s'aggrave, avant de fermer les écoles, informer les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant qu'ils ne partent? Sinon, ils partiront sans information. Ils vont écouter tout et n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux, c'est vraiment les gens se défoulent. Voilà, ils disent, ils parlent de tout et de n'importe quoi. Alors, je crois qu'il faut le faire assez rapidement, mais c'est ce comité qui doit écrire les directives pour le gouvernement. Et puis, ils mettent la touche politique et voilà, le travail se fait. Donc, voilà, je crois que, et puis il faut se préparer. Il faut aussi former les médecins, pas simplement les médecins, les infirmiers, le personnel de santé doit être sensibilisé parce que ils vont tous être amenés à donner leur temps, à donner leur contribution. Donc, ils doivent savoir qu'est-ce que c'est le coronavirus. Simplement, pas par des lectures, mais je crois qu'il faut organiser des séances de travail pour organiser les services, adapter les services. Parce que quelqu'un peut venir pour une autre maladie, se retrouver dans un service, je dirais, de médecine interne. Et puis après, il déclenche une toux, une fièvre, et puis voilà, c'est le corona, parce que il peut avoir un cancer et un coronavirus en même temps. Donc, il faut que tout le monde sache. Et puis, il faut les moyens. Il faut les moyens, les masques. Bon, on parle même de laver les mains.
savez, l'eau et le savon, c'est parfois des denrées extrêmement rares. Donc, il faut aussi associer les pharmaciens. Mais on peut fabriquer les solutés hydroalcooliques. On n'a pas besoin d'attendre que… voilà, mais je crois qu'on peut mettre en place des équipes qui vont se mettre à fabriquer pour que ça soit à la disposition de tout le monde dans les administrations. Aujourd'hui, les gens devraient pouvoir se rincer les mains. Mais ce n'est pas une seule fois. C'est même recommandé toutes les heures, toutes les 2 heures. Et vous savez, même pour les masques, c'est toutes les 4 heures qu'il faut changer de masque. Et donc, il faudrait voir, l'adapter. Comment peut-on fabriquer les masques chez nous? Parce que les pays concernés européens aujourd'hui, ils ont eux-mêmes un problème d'approvisionnement. Nous avons vu l'Italie. L'Italie a un problème d'approvisionnement. Alors, où est-ce que nous, dans nos pays africains, si nous avons un problème, où est-ce que nous allons trouver les masques? Et c'est des problèmes qu'il faut voir. Où est-ce que nous allons trouver les solutions hydroalcooliques et le savon? Est-ce que nous avons déjà ça en vue de dire, voilà, il faut, est-ce que ce savon sera mis gratuitement? Est-ce qu'il faudra l'acheter? Il y aura, alors, je ne sais pas, mais il faut réfléchir. Il faut beaucoup de sérénité. Il faut un leadership qui s'affirme et un gouvernement qui prend des décisions. Ça, c'est valable pour tous les pays. C'est pas forcément, c'est pas seulement vrai pour le Congo, mais bon, on parle du Congo parce que c'est notre pays. Bien sûr. On a cette sensibilité-là. On veut que les choses s'organisent mieux et pour le bénéfice des populations et même des leaders eux-mêmes. Vous avez vu en France qu'il y a des députés qui ont été malades et bientôt on va voir des membres du gouvernement qui ont été touchés par le coronavirus. Voilà, donc voilà, comment organiser la quatorzaine? Bon, comment on organise ça? Comment ça s'organise à domicile? Comment ça s'organise? Quels sont les lieux? Est-ce qu'on a des respirateurs s'il y a des complications? Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on a l'oxygène? Donc, c'est toutes ces questions-là, pas simplement pour le Congo, mais pour tous les pays. Je crois que, j'espère, vraiment, tous les jours, je prie pour que cette épidémie-là ne soit pas massive en Afrique. Et j'espère qu'il y a des facteurs divers qui vont peut-être contribuer, et vraiment, on souhaite. Mais parce que si nous sommes confrontés à la même type d'épidémie qu'en Italie ou en Chine ou en France, ça sera une catastrophe en Afrique. Une vraie catastrophe. Et donc, on a le devoir de se préparer maintenant et sérieusement. Et sérieusement. Je crois qu'il faut que les gens travaillent. Le travail de jour et de nuit, c'est ce que nous avons fait dans le cas du sida. Et c'est pas différent, c'est la même chose. On fait un plan, bien sûr, mais il n'y a pas que le plan, il faut parler. Il faut conseiller, il faut donner des bons conseils. Parce que, bon, un malade va contaminer 2 personnes ou 3 personnes. Disons 3 personnes aujourd'hui. Et peut-être parfois un peu plus et si vous avez 20 cas, ça veut dire 60 personnes et puis après, donc ça va très vite. Vous voyez? Aujourd'hui, la France est presque submergée et ils vont prendre des décisions qui sont très draconiennes comme le confinement pratiquement généralisé. Voilà, docteur, on va terminer. Avant juste de passer la parole à ma collègue de Rescam Zézé, j'aimerais juste que vous nous disiez un peu, aujourd'hui, on sait que quand on est en face des pandémies, aujourd'hui, nous avons des termes qu'on appelle des fake news. Or, à l'époque où vous traitiez le sida, il y avait comme ça, je dirais, des stéréotypes, bon, que le noir ne mourrait pas de microbes, que c'était quelque chose qui avait été inventé pour décourager les amoureux. C'est un peu cette expérience que vous relatez dans votre livre. Est-ce que, docteur, cette affaire est une affaire sérieuse? Voilà. En Afrique, on dirait ça. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que les gens doivent prendre ça au sérieux ou bien rester dans ces comportements minimalistes et comportements à risque? Parce qu'on se dit, bon, ça touche pas les Noirs. Nous, les Noirs, on n'a pas encore entendu qu'un Noir qui est mort de ça. On ne voit pas. C'est une affaire des Blancs, des choses comme ça. Non, c'est un problème médical sérieux. C'est une pandémie. Alors, il faut que individuellement et collectivement, chacun agisse. Que nous agissons, que nous soyons tous d'abord, il faut avoir l'information parce que pour comprendre la dimension de gravité d'un problème, il faut être informé. Et donc, c'est un problème sérieux et il faut qu'on s'organise assez rapidement et pour être à même de répondre.
il y a toujours des rumeurs, il y a toujours des hésitations, il y a toujours des peurs, mais c'est pour ça qu'on a besoin des guides qui vont dire c'est pas un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux, c'était pas un syndrome, c'était un vrai problème de santé publique. Et on l'a vécu parce que beaucoup de nos jeunes compatriotes sont partis, beaucoup, et j'en sais quelque chose. Donc, je veux dire que là, c'est pareil. Il y aura beaucoup de rumeurs, il y aura beaucoup de diversions, mais l'équipe qui sera en charge va essayer de convaincre les gens pour dire c'est un problème sérieux, il faut prendre les dispositions. Vaut mieux prendre plus de dispositions que rien du tout. Vous voyez, on a vu dans le cas de H1N1 où on avait pris plus de dispositions qu'il n'en fallait, mais c'est toujours mieux. Vaut mieux ça que ne rien faire et puis après avoir une épidémie avec une hécatombe sur les bras. Donc je crois que c'est un problème sérieux. Je pense que il nous faut nous organiser sérieusement, que chaque Africain et collectivement nous soyons responsables et nous mettons tout de notre côté pour éviter un problème qui va déstabiliser encore davantage. Nous avons déjà tant de problèmes. Vous savez, il y a des pays où il y a des épidémies de choléra, il y a des épidémies de rougeole où des enfants meurent. Aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants qui meurent parce qu'ils ne sont pas vaccinés contre la rougeole. Et il y a des problèmes chez les adultes, tous les accidents cérébraux, vasculaires. Bon, tout ça, ce sont des problèmes que nous avons. Et nous n'avons pas les moyens. Nos systèmes sont très vulnérables. Alors, si nous avons en plus une pandémie comme ça, qui nous tombe là aujourd'hui, ça va être la catastrophe. Donc, il nous faut nous préparer et gérer tout ça ensemble. Il faut gérer tout ça, il faut s'organiser, il faut essayer de mettre les choses en place, chaque chose, et faire participer tout le monde, la société civile, comme je l'ai dit, le secteur privé, les travailleurs, la population, l'information, l'éducation. Voilà, on passait dans les quartiers pour parler aux populations, pas simplement la radio, la télévision. Tout le monde n'écoute pas la radio, la télévision. Les gens n'ont pas tous accès aux réseaux sociaux. Donc, il y a plusieurs stratégies à mettre en œuvre pour que la population soit informée. Et bon, voilà, il faut y travailler dur. Docteur, j'aurais une question. Aujourd'hui, l'Afrique regorge de sorciers, de chamans, de guérisseurs en tout genre. Et beaucoup d'Africains continuent à aller chez le guérisseur. Et on a vu notamment dans la recherche de tout ce qui est traitement contre le coronavirus, on a parlé de la chloroquine. Et sachant que l'Africain consomme pas mal, on va dire, et souvent suivi sur le plan médical avec tous ces traitements. Et en parallèle, nous avons tout ce qui est thérapeutique médicinale traditionnelle, notamment le quinqueliba, l'artémisia. Est-ce que ça serait une piste de solution aujourd'hui de développer la médecine traditionnelle? Écoutez, aujourd'hui, on est en face d'un problème. On n'a ni traitement, ni vaccin. D'abord, il faut avoir ça en tête et c'est clair et net. Je suppose que dans la médecine traditionnelle, il peut y avoir une plante, une racine qui contribue à faire baisser la fièvre, à tousser moins, mais c'est pas des traitements pour guérir le malade. Vous voyez, quand nous avons eu le sida au Congo, j'avais un réseau de plus de 80 guérisseurs traditionnels avec qui je travaillais, mais je les avais informés et ils avaient compris ce qu'ils pouvaient donner, ce qu'ils ne pouvaient pas donner. Et nous avons travaillé en réseau. Il ne s'agit pas de les écarter, il s'agit plutôt de les encadrer, de dire, venez avec moi, on va travailler ensemble, il y a des choses que vous pouvez faire, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Voyez-vous, quand on a eu des cas de Mwanza et tout, j'ai travaillé avec eux. J'ai ouvert les portes. J'ai fait même fait venir des tradithérapeutes à l'hôpital. Et ils sont restés pour certains quelques jours pour travailler avec nous. Vous voyez? Donc, je ne sais pas s'il y a des plantes, mais pour l'instant, aujourd'hui, on n'a rien. On n'a ni vaccin, ni traitement radical. On a les traitements symptomatiques
Et donc, parfois, s'il y a des surinfections au niveau pulmonaire, on a des antibiotiques, mais c'est une pneumonie d'abord virale. Donc, je crois qu'il faut les associer. C'est pour ça que je dis qu'il faut associer tout le monde. Il faut parler. Il ne faut pas non plus que nos tradithérapeutes en tirent un profit. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait beaucoup de sous, beaucoup d'argent, parce que les gens étaient désemparés. Et donc, voilà, ils ont promis des guérisons qui sont jamais venues. Vous voyez? Et vous vous rappelez, même au niveau étatique, moi j'ai travaillé avec mes amis du Zaïre sur le MM1. Hein? J'allais passer des jours à Kinshasa pour travailler. Mais bon, voilà. Bref, je crois qu'il faut communiquer, il faut attirer l'attention, il faut être honnête, il faut être transparent, il faut dire les choses. Et je dis pas qu'il faut les écarter, il faut les associer, mais chacun doit savoir ses limites. Et je suis sûr, et quand on parle avec eux, parfois ils se rendent compte qu'il y a des limites qu'ils ne peuvent pas surpasser parce que bon, ils ne peuvent rien faire et ils doivent reconnaître. Et puis aussi, on leur avait appris qu'il fallait faire un test. Et voilà. Et là, on a aussi des examens de laboratoire qui permettent de savoir si la personne a effectivement le coronavirus. Donc voilà. Donc je crois que, mais c'est vraiment dans ce travail-là beaucoup de sérénité et des gens qui passent du temps à concevoir une politique nationale. Vous voyez? Donc, c'est pas simplement des plans tout faits. Et parfois même, vous avez de l'argent, mais vous êtes incapable. On peut vous donner 10 milliards, 20 milliards aujourd'hui, mais vous ne serez pas capable de répondre parce que vous ne saurez pas où mettre donner la priorité et comme on dit, rationaliser les ressources. Vous voyez? Et organiser la lutte de façon à ce qu'elle produise des résultats. Donc, je crois que d'abord, c'est une belle organisation, une bonne organisation avec des gens compétents qui connaissent ce que c'est une épidémie et qui savent comment réagir par rapport à une épidémie et qui ont l'expérience. Et je pense qu'il y a des Congolais qui ont l'expérience, il y a des Africains qui ont l'expérience et je souhaite que les gouvernements leur donnent leur place et la place qu'il faut pour qu'ils puissent être leur conseil. Voilà, merci docteur. Je rappelle donc que vous avez publié il y a quelque temps un livre donc racontant votre expérience par rapport à la prise en charge du VIH/SIDA en Afrique et au Congo tout particulièrement. Donc, itinéraire d'un médecin africain du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Docteur, pour terminer, je sais que mon collègue Anthony Nyongo vous avait posé la question par rapport à votre disponibilité pour le pays. Vous avez répondu positivement. Je me permets aussi de reposer la même question. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport, je dirais, à cette pandémie qui est en train de guetter d'une manière assez sournoise le continent, restez-vous toujours disponible pour le continent et pour le Congo? Mais je suis médecin. Je suis médecin spécialiste de santé publique. Je suis épidémiologiste, je suis diplômé des maladies tropicales. Je retrouve mes collègues, j'ai retrouvé mes collègues qui sont aujourd'hui au conseil scientifique en France. Et je suis disponible pour l'Afrique. C'est ma vie, c'est un sacerdoce quand on devient médecin. C'est un sacerdoce. On peut pas ne pas, surtout quand on rencontre une pandémie. Moi, j'ai rencontré la pandémie du VIH. Et je me suis impliqué corps et âme pendant 30 ans. Mais c'est la vie d'un médecin. Et donc, je suis disponible. Aujourd'hui, j'organise pour l'Afrique le bateau Mercy Ship qui fait de la chirurgie, qui donne des soins chirurgicaux gratuits partout en Afrique. Parce que c'est ça mon travail, c'est servir, être toujours au service de l'Afrique, être au service des Africains. Voilà, et bien sûr, mais quel que soit le pays, le Congo, le Bénin, le Zimbabwe, oui, nous sommes là, nous sommes africains, nous sommes médecins africains et nous travaillerons toujours pour l'Afrique parce que c'est notre travail et on en a fait un sacerdoce. Voilà, je vais demander à Doriska de conclure alors, parce que c'est moi qui ai ouvert. Merci docteur d'avoir pris du temps d'échanger avec nous.
Ça va donner une piste de réflexion aussi à tous ceux qui sont au Congo, qui sont en manque d'informations, en espérant que vous serez toujours disponible également pour Ziana TV, parce que je pense que ça va développer beaucoup de questions derrière, et pouvoir vous retrouver dès que notre confinement sera terminé. Voilà. Merci à vous tous qui nous suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux dans cette situation. Certains vont être confinés dès ce soir. Merci à Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Et merci à Dr Pierre Télé d'avoir pris du temps de pouvoir échanger avec nous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.